Bonjour, nous nous retrouvons à l'école Salsa-Bord à Paris pour un nouveau coup de cœur d'Aimer dans sa venue. Nous allons aller à la rencontre du directeur. Bonjour Didier. Bonjour Christelle. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Je suis Didier, effectivement le directeur de Salsa-Bord Format Danse depuis 2013. D'accord, donc ça fait quand même beaucoup plus d'années que j'interviens au sein de Salsa-Bord, donc depuis 2003. Mais ça fait juste 8 ans maintenant que je suis aux manettes et que j'essaie de développer les activités de Salsa-Bord à Paris et sur tout le territoire national. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et notamment avant Salsa-Bord ? Alors avant Salsa-Bord, mon parcours est très simple en fait. Déjà je suis originaire de la Guadeloupe, donc j'ai vécu toute mon enfance là-bas. A priori sans histoire, je suis venu en métropole pour mes études. J'ai obtenu mes diplômes d'ingénieur, des 3e cycles, et j'ai atterri à Paris, où là, tout comme Obélix, je suis tombé je suis parti à la rencontre de la salsa, par une de mes collègues d'ailleurs, qui m'a proposé ces cours-là, et depuis, j'ai pas cessé de danser. Mais pour le loisir, essentiellement, jusque-là, j'avais mon parcours de jeune ingénieur tout tracé, voilà. Très bien. Et alors, Salsa-Bord, à partir de Salsa-Bord ? Alors, Salsa-Bord, ça a été une rencontre. D'abord avec, à l'époque, le fondateur de l'époque, Clifford Jasmin, il faut le citer, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, et qui avait créé un mouvement de la salsa mambo, donc à Paris. Et j'en entendais vaguement parler de Salsa-Bord, mais je suivais mes cours à l'époque de salsa cubaine dans les soirées et tout ça. Et à l'occasion d'un spectacle qu'ils ont fait à la porte de Versailles, j'ai vu ce qu'ils avaient proposé. C'était comme un intermède en fait, une intermède d'ailleurs. Et j'ai dit que c'est ça que je voulais faire, c'est-à-dire la danse, l'expression, la théâtralité, l'histoire. Et de là, j'ai commencé à prendre des cours à Salsa-Bord, c'était en 2001, donc ça date déjà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir enseignant ? Alors, rien du tout, si ce n'est que je suis devenu enseignant du jour au lendemain. Et quand je dis du jour au lendemain, c'était le dimanche après-midi, j'étais juste... le gérant de Salsa-Bord, c'était en 2003, à la veille de la rentrée. Et puis, suite à un problème qu'il y a eu avec l'un des profs, qui est connu, aujourd'hui, il y a prescription, je pense, mais il fallait un prof pour le remplacer. Et à l'époque, Clifford, il me dit, Didier, avec ma partenaire de l'époque, Gaël, c'est vous qui le remplacerez. OK. Et donc, j'étais passé en une fraction de seconde, en une après-midi, d'élève à prof. Et bien évidemment, les premières séances ont été très, très stressantes parce que c'était nouveau. Je n'avais pas envisagé ça une fraction de seconde. Moi, je vivais ma petite vie tranquille et tout. Mais par contre, une fois que j'ai goûté, c'est clair que ça me plaisait énormément. Et je suis resté dans cette voie-là jusqu'à présent, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de la création de Salsa-Bord, s'il te plaît ? Alors, Salsa-Bord, en fait, on va dire que c'est une création avec étapes. Pour le coup... Le concept a été amené par Clifford, avec le danseur Clifford, qui était ensuite rejoint par Valérie. C'était le couple de danseurs qui ont amené la salsa mambo à Paris. Et puis, il y a eu cette rencontre avec... d'abord, ils ont développé l'activité tant qu'ils ont pu, de différentes manières. Je ne sais pas trop les détails exactement, mais en 2003... je prenais des cours et j'avais envie de les aider. Je leur proposais des conseils puisque j'avais en plus un 3e cycle en administration des entreprises. Donc, à l'époque, ça aidait et moi, je faisais ça par pur plaisir. Et au final, ils m'ont proposé de m'associer à eux. Donc là-dessus, on a commencé à travailler tous les trois. Après, j'ai repris mes activités à plein. J'ai jamais quitté mes activités salariées classiques, on va dire, d'ingénieur. Et on a continué comme ça. Je continuais à donner des cours. Dès qu'il y avait des problématiques, je revenais pour les aider. Bref. Et au final, Clifford a voulu partir monter un projet aux États-Unis.
Et en 2013, il m'a proposé de reprendre. Et donc, du coup, j'ai repris à ce moment-là, en changeant, enfin, en donnant à Salsa Bor une orientation qui correspondait plus, pour le coup, à ma vision de ce que ça devait être. D'accord. Au-delà de la danse. Au-delà de la danse. Tu as donc changé un peu la direction de Salsa Bor. Oui, clairement. Pour une raison simple, hein, c'est que nous n'avons pas nous ne sommes pas les mêmes personnes et les mêmes aspirations. Clifford, pour le coup, il est artiste. Je ne sais pas s'il faut il a une passion viscérale de la danse que je partage, et c'est vrai qu'on s'entendait bien. Il a vraiment cette ambition de la danse, mais par contre, sur l'aspect orientation, disons que je pouvais avoir une vision un peu plus pragmatique, plus du point de vue du lien que ça générait avec les gens, en fait, parce que je l'ai vécu moi-même en étant élève. En fait, la rencontre avec la danse, ça a été une transformation pour moi, mais je veux dire humainement, j'étais enfermé dans, voilà, vous savez, les études, la réussite professionnelle, tous les clichés classiques qu'on voit habituellement, des jeunes cadres, etc. Et voilà, j'étais enfermé. C'était comme l'allégorie de la caverne. J'étais enfermé là-dedans, je connaissais rien d'autre. Et en fait, en m'ouvrant à la danse, ma rencontre avec la danse a été vraiment magique. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur les autres. Et donc, du coup, c'est plutôt ce volet-là que j'ai voulu faire rejaillir dans le Salsa Bor que moi, je dirigeais. Donc, dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, la tagline, c'est Salsa Bor, c'est bien plus que de la danse, en fait. On y vient pour danser, mais en fait, il se passe énormément plein d'autres choses que la danse. Je parle correct, hein, je veux dire, sur le bien-être, sur le plaisir qu'on peut ressentir, sur le lien social qui peut se créer entre les gens, sur les connexions, sur voilà, toutes ces choses qu'on mésestime finalement. Une complétude. C'est ça, c'est ça. Didier, est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient le nom Salsa Bor? Alors, le nom Salsa Bor, c'est l'un des amis de Clifford, qui était aussi un danseur de la compagnie de l'époque, c'est Jack Psheblski, de son nom, c'était un groupe d'amis, en fait, étudiants, et il cherchait un nom, et c'est lui qui a amené ce nom-là, qui est la concaténation de salsa et de sabor, tout simplement. Et depuis, bon, bien évidemment, il y a pas mal de compagnies, de structures qui se sont créées autour de ça, en mixant salsa et d'autres suffixes, on va dire. Sabor, ça a quelque chose de particulier. Sabor, c'est la saveur, c'est le plaisir, c'est la joie, et forcément, c'était une bonne association. Tout à fait. Merci. Didier, est-ce que tu peux nous faire visiter l'école, s'il te plaît? Avec plaisir. Venez, suis-moi. Merci. Donc, on pénètre dans l'antre de Salsa Bor. Donc, c'est le rez-de-chaussée, la salle 1. Très bien. Donc là, il y a toujours des gens qui travaillent ici. Des danseurs qui se préparent. Là, le tapis sert pour la préparation portée, pour sécuriser un petit peu toutes les accros qu'on a à faire. D'autres danseurs qui préparent leur spectacle de dimanche. Une captation qui va être faite dimanche. Et voilà. Donc là, on est dans la salle du rez-de-chaussée. C'est la salle où effectivement il y a le plus grand passage. Il y a un petit bar, on a fait des travaux, donc on a privatisé un bureau. Il y a des casiers pour que les gens puissent ranger leurs effets. Il y a le bureau, Pauline fait semblant de travailler. C'est le bureau d'accueil où effectivement tous les élèves viennent se renseigner, s'inscrire, etc., etc. C'est une salle qui est relativement haute de plafond, donc qui nous permet de répéter, de faire les accros qu'on a à faire. Et voilà, salle 1, rez-de-chaussée. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire quel professeur es-tu? Un très bon. Alors Non, alors quel genre de professeur suis-je? Toujours exigeant. Alors oui, c'est vrai que je suis quand même assez centré sur la conscience technique. Et c'est un vrai enjeu pour moi, c'est-à-dire que je suis quand même plus à l'aise
dans les transmissions avec des gens qui viennent avec des visées de performance, avec des visées de formation ou enfin une visée technique avec un projet technique fort. Parce qu'en fait, je peux apporter beaucoup d'éléments techniques. Maintenant, j'avoue que je dois me tempérer lorsqu'il s'agit d'élèves grand public où la plupart des gens, ils viennent s'amuser. Cela étant, ceux qui tiennent jusqu'au niveau inter et avancé, ils me connaissent, et ceux qui tiennent jusque-là, ça reste un groupe relativement actif, ils viennent quand même pour cette exigence et cette conscience technique que je n'hésite pas à insuffler. Ça, c'est quand même une des caractéristiques fortes. Pour moi, la technique, c'est extrêmement important. Mais pour s'en affranchir. C'est-à-dire, on prend la conscience technique, non pas pour en faire un objectif absolu, mais la comprendre, l'intégrer, l'assimiler, pour être complètement libre. J'en suis l'exemple. Alors, c'est plus difficile dans les shows, puisque, en fait, quand on doit gérer, on veut tellement faire bien, et ça, c'est moi qui dois faire attention, mais dans l'enseignement, voilà, c'est l'exigence, je pense, qui me caractérise le plus. Avec le deuxième volet, oui, ils le diront, c'est l'énergie. J'aime bien quand ça pulse, que ça va vite, etc. Donc, la combinaison des deux, ça peut être vraiment détonnant, mais voilà, je suis plutôt ça, mais la fête, plaisir, il faut que les gens prennent du plaisir. Merci. Didier. Christelle. Est-ce que tu peux nous dire quel directeur tu es, s'il te plaît? Je suis pas sûr que ce soit moi qui vous poser la question, mais de mon point de... Alors, déjà, je suis quelqu'un d'assez fainéant. Pas paresseux, mais fainéant. Donc, c'est-à-dire que je veux réussir au mieux, le plus rapidement possible, avec le minimum d'efforts. Donc, ma direction, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que tout ce que je peux déléguer, alors souvent on me dit, oui, mais tu délègues pas. Oui, mais je délègue que ce que je peux vraiment déléguer. Parce que dans une petite structure comme la nôtre, les responsabilités imposent des réflexions. C'est souvent, il faut réfléchir, et les cerveaux ne se partagent pas. Mais clairement, en tant que directeur, je pense que je suis assez laxiste, permissif, enfin laxiste, pas laxiste, mais j'aime bien que les gens soient à l'aise avec ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils le fassent par contre. Je suis exigeant. Ça, par contre, je suis exigeant. Donc, je veux bien que tu fasses à ta façon, tu fasses ce que je demande à ta façon, quel que soit, hein, dans la danse ou dans l'administratif. Mais par contre, il me faut du résultat. Donc, je suis en fait quelqu'un et un directeur qui est centré sur le résultat. Quand j'ai pas le résultat, je peux être très, très frustré. Ça, c'est vrai. Et comment tu la gères, ta frustration? Ah, mal. Mal. De mieux en mieux avec l'âge, mais j'avoue, hein, je reconnais que j'ai du mal avec la frustration. J'ai du mal. Déjà, j'aime pas intérioriser parce que ça me bouffe un peu les tripes, comme dirait l'autre. Mais globalement, j'essaie. Je me bonifie forcément avec l'âge et puis l'expérience aussi. Mais non, ma nature profonde, c'est OK, c'est le résultat. Tant qu'il y a du résultat, je veux dire, je suis tout m'est égal. Il faut du résultat. Tout va bien. Voilà. Très bien, merci. Donc du coup, je vous propose de poursuivre la visite. On va monter. Très bien. Donc merci. on va aller en salle 2. On prend l'escalier intérieur. On peut y accéder de l'extérieur également, hein. Donc là, on est en salle 2, donc au premier étage. Alors, il va falloir suivre, hein. Rez-de-chaussée, salle 1. Premier étage, salle 2. C'est la salle rose fuchsia. Alors les couleurs, c'est pas trop avec moi qu'il faut voir, mais en tout cas voilà. Donc une salle standard, hein, à peu près 80 mètres carrés aussi. Des miroirs partout. Un dispositif de sonorisation. La clim chauffage. Des petits vestiaires derrière, des toilettes derrière le miroir, voilà. Très sympa, c'est coloré. Bah, c'est coloré. Chaque salle, une couleur pour chaque salle. Ouais. Ça change. Les gens, ils aiment bien. Est-ce que ces couleurs ont une signification? Pas du tout. Alors, côté couleur, c'est pas vraiment avec moi qu'il faut voir, hein. C'est pas moi c'est plutôt Audrey qui gère, elle a une affinité particulière pour les couleurs. Donc ça, c'est pas ma partie. Alors, tu peux nous présenter Audrey? Alors, Audrey, elle est en cours à l'extérieur parce qu'elle développe plusieurs activités en lien avec la danse. Et là, la danse, la maternité, la préparation aux accouchements, enfin, elle est vraiment dans ces aspects-là. Le yoga aussi, donc qu'on va retrouver cet après-midi. Donc là, elle fait une prestation à domicile pour une future maman.
D'accord. Donc voilà. Donc on la retrouve. Elle arrive vers midi et demi. D'accord. Alors, en tant que professeur exigeant et plein d'énergie, Ouais. qu'est-ce que tu préfères enseigner? Ah. Qu'est-ce que je préfère enseigner? Ok. En fait, j'ai pas une préférence juste comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, j'adore enseigner la salsa cubaine parce que, enfin, dans le contexte, la cubaine, elle est assez codifiée, relativement codifiée à la base, mais le style musical éveille la fête, le côté fiesta, plaisir, joie intense, on a la dimension Weda, on fait de la suelta. Il y a vraiment, la musique évoque vraiment cette espèce de fête à tout prix. Donc, j'adore la cubaine pour ça. Et j'adore enseigner la cubaine pour ça. Beaucoup de mouvements afro, j'aime retrouver l'impact des percussions, etc., etc. Donc, voilà. Et en plus, c'est avec la salsa cubaine que j'ai commencé, donc il y a une petite affinité particulière. Par contre, j'adore le mambo, parce que ça m'évoque une forme de liberté. Je peux ramener du jazz, de l'afro, même du classique parfois, de la vitesse, des déplacements. Enfin, il y a une logique qui me plaît à mambo et qui m'évoque une forme de liberté. En fait, on peut tout faire. Là, pour moi, dans la salsa dite Porto, en France, dite Porto, il y a vraiment la dimension pour moi sauce, c'est-à-dire qu'on peut tout ramener et chacun a son style. Après, si on veut du mambo pur, c'est pas forcément vers moi qu'on se tourne. C'est-à-dire, je peux faire du mambo à la base, c'est quelque chose qui m'est facilement accessible, mais c'est pas là-dedans que j'aime exprimer. Mais donc, le mambo que j'enseigne, il est quand même empreint de pas mal de variétés, de jazz, de ce genre de choses. Donc, j'aime ça pour ça. Et la troisième discipline que j'aime enseigner, c'est la bachata. Mais la bachata, parce que il y a ce côté musical. Là, j'adore la musicalité. Alors, le cha-cha aussi serait dans la même veine. Il y a un côté un peu plus facile, le côté un peu plus souple du bassin que je retrouve et qui m'évoque la Caraïbe. Donc, j'aime aussi la bachata pour ça. Mais une fois que j'ai dit ça, la discipline que je préfère enseigner, c'est la technique de mouvement. C'est pas une discipline à proprement parler. C'est à salsa, on retrouve en régulier, technique de mouvement, où là, quelle que soit la discipline, vous venez, on fait des isolations, on travaille les coordinations, la respiration dans le mouvement, parce que le mouvement, c'est la danse c'est le mouvement. Et la respiration. La respiration, c'est le mouvement, pardon, et le mouvement, c'est la respiration. Et donc, du coup, c'est cette discipline avec laquelle j'ai une vraie affinité, mais c'est pas une discipline en tant que telle, c'est vraiment une discipline technique. Voilà. Je te propose de poursuivre la visite, parce qu'on a encore une salle. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps Salsabor existe, s'il te plaît? Alors, Salsabor dans sa forme initiale, on va dire fétale, elle existe depuis 97. 1997. Donc, ça fait près de 24 ans maintenant. Et donc, j'espère que c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Donc là, on arrive, vous inquiétez pas pour nous, hein. On arrive dans la salle 3, qui est au 2e étage. C'est la salle bleue. Alors cette salle, elle est un tout petit peu plus petite parce que ici, il y a un bureau. Là, c'est un plus grand bureau. Et qu'on utilise, que Audrey plutôt utilise que moi, d'ailleurs, parce que moi j'aime bien être à côté d'une salle de danse et je préfère la salle du rez-de-chaussée. Par contre, cette salle, elle est fortement utilisée pour les cours, bien sûr en soirée, mais on propose beaucoup de cours de yoga. Il y a des profs de yoga qui interviennent. Audrey elle-même fait du yoga ici. Et on va dire que c'est la salle un peu plus zen, un peu plus activité douce. Oui. On va dire ça. Les couleurs avec les tapis, le bleu, le violet. C'est ça. Elle est plus lumineuse aussi, parce qu'on a les éclairages. Mais elle est juste plus petite. Et voilà. C'est très agréable. Ben écoute... Est-ce que tu pourrais nous dire comment se traduit la mission de Salsabor aujourd'hui?
plus qu'une mission, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon ambition pour ça, Sabor, c'est d'inscrire la danse, en tout cas celle qu'on propose, hein, dans le contexte classique. Ce que j'appelle classique, c'est que il y a une question. Voilà, mon leitmotiv, c'est toujours été ça. J'ai fait des études, etc., etc. C'est vrai que j'avais un emploi à peu près bankable, on dira. Et quand j'ai commencé à enseigner la danse, il y a une question qui revenait tout le temps. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? On pose tout le temps ça. Si je disais, au début, je disais pas, je disais, ah oui, je suis ingénieur et tout. Et puis, à un moment donné, je dis, non, je suis prof de danse. Ou je danse. Je suis danseur. Parce que j'étais danseur de la compagnie à l'époque. Et on me disait, oui, mais c'est quoi ton vrai métier? Ça, c'est quelque chose, je le répète jusqu'à présent, qui était assez insupportable. Assez insupportable. Et du coup, mon ambition, en fait, c'est de faire prendre conscience à mon échelle, à mon niveau, que non, enseigner la danse, pratiquer la danse, c'est une activité intense physiquement, c'est une activité intense cérébralement, c'est une intense en fonction du niveau où on la pratique, mais qui a une vraie, c'est professionnel. Donc, je travaille vraiment sur l'ancrage social de nos disciplines et sur la professionnalisation ou la reconnaissance professionnelle de notre activité. Donc, là-dessus, c'est pour ça que aujourd'hui, Salsa, c'est vraiment une académie qui fonctionne sur plusieurs leviers. Donc, le premier, c'est l'école grand public. Bien évidemment, on accueille des gens du lundi au samedi, au dimanche même. Alors, je parle en dehors de la période Covid qu'on vient de traverser, mais l'école grand public, toutes les disciplines afro-caribéennes, et il y a vocation à en avoir d'autres bientôt qui sont en train de se développer, puisque je veux en faire une espèce de temple des danses afro-caribéennes. D'accord. Donc ça, c'est le premier enjeu en termes d'école. Et ça, on le pratique à la notion de club. On est affilié à la Fédération française de danse, etc., etc. Par contre, le volet qui est beaucoup plus important pour moi, même s'il est encore en voie de développement et qu'on le fait depuis, c'est la formation professionnelle. On a des formations professionnelles pour donner aux gens quand je dis des vrais outils pour pouvoir partager leur passion, enseigner, parce que c'est une vraie responsabilité d'enseigner. Bien évidemment, beaucoup de professeurs sont autodidactes parce qu'il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle aujourd'hui. En danse, il n'y a que le diplôme d'État pour le classique, le jazz et le contemporain. En danse afro-caribéenne, il n'y a pas de diplôme. C'est plus libre. Voilà. Donc, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on fait de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, je travaille à renforcer sa crédibilité avec différentes actions que je ne vais pas spécialement détailler là, mais qui finiront par porter leurs fruits pour dire non, je peux avoir un diplôme de professeur de danse, gagner ma vie, parce qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie avec ça, avec cette activité, ou être danseur. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des débouchés, mais voilà, une vraie professionnalisation et surtout une vraie reconnaissance. Donc ça, il faut du sérieux, de la rigueur et de moins en moins être autodidacte au sens où il y a des vraies compétences qui sont nécessaires pour ces métiers-là. Il y a vraiment des compétences. Tout le monde ne réussit pas, tout le monde ne dure pas. Il faut avoir conscience d'un certain nombre de choses et c'est ce qu'on essaie d'apporter à travers des formations longues mais aussi plus courtes. À côté de ça, l'ancrage social et tout ça, et la dynamisation de ces activités, leur rayonnement, il y a l'événementiel. On organise régulièrement, 4 à 5 fois par an, des séjours, des voyages thématiques avec des élèves, mais enfin de partout en France, qu'on emmène sur des événements où on leur propose des cours, des activités autour de la danse, des spectacles de danse, des concerts, des soirées dansantes. Et tout ça dans un esprit festif, en essayant de bien sécuriser tout ce qui nécessite de l'être et en travaillant avec des gens qui partagent notre état d'esprit. C'est ce qui est le plus important. D'accord. Quatrième volet, c'est le spectacle, puisque ça, les gens ont besoin de rêver. C'est vrai qu'on peut dire, et ça savoir beaucoup souffert de ça, c'est vrai qu'on ne diffuse pas, je le reconnais, beaucoup sur ce qu'on peut proposer. Donc le spectacle, et ça va être de plus en plus. Ça va être le vecteur où les gens vont ressentir en fait ce que la danse apporte, ce qu'elle véhicule. Donc, là, on a créé une compagnie qui s'appelle Afro Caribbean Soul Company.
et qui prépare des shows, des spectacles de 30, 45 minutes, 1 heure et qu'on va bientôt se mettre à diffuser lorsque les événements, les festivals, les congrès pourront repartir. Et après, on travaille avec les entreprises, on donne des cours dans les entreprises, on va donc dans les entreprises, on ouvre des lieux, des salles un peu partout. On est aussi à Nation, on va être bientôt dans le 14e. On essaie un peu de rayonner, d'aller à la rencontre des gens avec ces différents pôles d'activité. Voilà. Très bien, c'est complet. On essaie. C'est riche. En tout cas, ça répond à cette ambition qui est d'inscrire. Voilà, la danse, elle a une vraie portée vraiment sur le bien-être des gens, leur ressenti. S'ils reviennent, c'est aussi pour ça. Mais les cours ne suffisent pas. Il y a une offre globale qui fait naître en fait cette dimension. Oui, ça existe, c'est sérieux. Voilà, c'est ça le terme que j'aime. C'est sérieux. Ce qu'on fait, c'est sérieux. On peut rigoler, mais ce qu'on propose est sérieux. Moi, les profs, il y a des règles à respecter, il y a la sécurité des gens à préserver, il y a un cadre à proposer. Quand on propose des événements, c'est pas n'importe quels événements, il faut une philosophie. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est toute une organisation. C'est ça. Ouais. Merci Didier. Merci. Didier, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs sites de l'école Salsa-Bor. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, alors, l'idée, c'est de promouvoir Salsa-Bor au maximum. Mais c'est quoi promouvoir Salsa-Bor? C'est former un maximum de personnes et que ces personnes continuent à véhiculer les valeurs. Alors, les valeurs qui sont les nôtres, humaines, etc. Mais les valeurs pédagogiques aussi qu'on a en termes de professionnalisme, de rigueur, et toujours dans l'amélioration technique, parce que tout le monde n'a pas le même potentiel à tout moment. Tout ce travail avec le temps évolue. Donc oui, il y a ce que j'appelle moi le Salsa-Bor Network. D'accord, donc c'est un peu l'ensemble des gens qui sont passés en formation chez nous, qui ont été certifiés et qui développent leur activité dans leur périmètre en fait, on va dire. Il y en a à Angers, il y en a en Corse, il y en a dans le sud, un peu partout, même en banlieue, et on essaie de garder ce lien là. On va parler d'anciens stagiaires, en fait, de gens, voilà, qui se retrouvent autour de cette même conscience pédagogique qui est la nôtre et ce même état d'esprit. Et à côté de ça, effectivement, ici, Salsa-Bor Paris ou Bobo, c'est le centre, mais on travaille on essaie de développer des sites dans Paris, puisque aujourd'hui, les gens, il y a du monde à Paris, mais on constate que pour développer les cours, il vaut mieux être au plus près. Des élèves, et donc aller dans le sud de Paris, puisque même si on est à côté de Châtelet et que c'est central, on a 3 soirs aussi de cours au Centre de Nation, à Inspiration Dance Studio, avec qui on est en partenariat. Bientôt, je l'espère dans le 14e, enfin j'espère très probablement dans le 14e. Et on va essayer de continuer comme ça, d'aller au plus près. Donc, pas dire que ce sont des écoles, tout ce qui est dans Paris, ça reste toujours la même, enfin, c'est pas les mêmes entités, parce que c'est des associations clubs au fur et à mesure, mais ça garde la même philosophie. Et en dehors de Paris, ce sont des personnes qui ont été certifiées, qui ont un nom, ils s'appellent pas forcément Salsa-Bor, mais ils font partie du Salsa-Bor Network. D'accord. Voilà. Donc, les autres sites auront des noms distincts de Salsa-Bor. Ils auront des noms distincts de Salsa-Bor. Mais toujours dans la même philosophie. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire, il y a des activités annexes? Tu as parlé de compagnie aussi tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, l'école, c'est pas tout. Et effectivement, si on propose aux gens que des cours de danse, c'est pas suffisant. C'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Le gros avantage de notre activité, c'est que ce sont des danses sociales. Ce sont des danses qu'on peut pratiquer dans les boîtes de nuit, les bars, les discothèques qui proposent ces musicalités. Donc, les gens se retrouvent. Donc, on est sur de l'improvisation. Ça veut dire qu'on écrit une danse. Il n'y a pas 2 danses qui se ressemblent. On écrit une danse au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est, en termes d'activité annexe, c'est de proposer tout ce qui tourne autour qui s'appuie sur la montée en compétences des élèves, et qui leur permettent de poursuivre leur plaisir, leurs rêves parfois, pour l'aspect de danse, en dehors d'une salle de cours. Donc,
les activités annexes, bien sûr, c'est la dimension spectacle, show et spectacle. Alors, la différence que je fais entre show et spectacle, show, c'est que ça peut durer 5 minutes, 5, 10 minutes, 15 minutes peut-être. Et spectacle, c'est des spectacles plus, c'est des shows plus longs qui nécessitent plus de travail. Donc, là, la compagnie Afro-Caribbean Soul qu'on a créée avec 10 danseurs, on travaille des chorégraphies et le moment venu, on les produira. À côté de ça, la compagnie se produit souvent dans des événements qu'on produit par ailleurs, c'est-à-dire les séjours qu'on fait. Quand on va en Corse au printemps, il y a 500 personnes qui viennent. Ben, le soir, on leur propose un spectacle de danse. Le lendemain, ce sera un concert. Le surlendemain, on propose, et oui, c'est important, aux amateurs, donc aux élèves qui veulent aller un peu plus loin, de se produire également. On appelle ça les ateliers chorégraphiques. On a lancé ça. Ça a été le premier à lancer ça dans ce milieu il y a quand même pas mal d'années. Ça a été suivi, ça existe un petit peu partout, mais nous, la spécificité, c'est qu'on a 5, 6, 7 ateliers chorégraphiques par année, avec une dizaine de personnes qui travaillent autour d'une chorégraphie, qui en bachata, qui en kizomba, qui en salsa cubaine, qui en salsa portoricaine. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux, à côté d'ateliers dits perfectionnement. Donc ça, par exemple, c'est pour des danseurs. C'est des gens qui travaillent. Ils sont à mi-chemin entre, ils n'ont pas franchi le pas. Hein. Ils travaillent de façon classique, mais ils ont envie de plus, de se perfectionner et tout. Et donc, ils viennent travailler la technique et ensuite, on essaie de formaliser ça par des propositions chorégraphiques. Donc, certains disent semi-pro. Moi, j'appelle ça atelier perfectionnement. Des séjours, on va partir à Cuba, en République dominicaine. Pas encore en Angola pour la kizomba, mais ça ne saurait tarder. Donc, c'est pas le même contexte. Et donc, du coup, on part avec une quarantaine de personnes, découvrir Cuba, prendre des cours avec des Cubains sur place en immersion. Donc, ça, pareil, c'est génial, en fait. Donc, tous ces éléments contribuent à proposer à la clientèle, on va dire comme ça, une palette de choix. On peut voir des spectacles, on peut rêver, on peut se donner envie, on peut se former soi-même à plus ou moins grande échelle. On peut enseigner ou à danser. On peut partir en voyage, donc on part en vacances, ben, tant qu'à faire, pourquoi pas Cuba? C'est quand même, il y a quand même pied comme destination, même si en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et donc tout ce qui est atelier, séjour thématique, SBL, on appelle ça les SBL. SBL, c'est pour on va dire saison break latino. Donc en automne, on a le sabor break, on l'appelle sabor. En hiver, il va y avoir le ski break. Au printemps, il y a le spring break latino, et en été, il y a le summer break latino. C'est plutôt bien trouvé, non? Ouais, c'est pas mal. Un par saison. Et après, il y a des soirées. On est en partenariat avec différents acteurs des DJ avec qui on propose des soirées pour ramener proposer à nos adhérents d'aller pratiquer qui la bachata, qui la salsa, qui la kizomba. Et voilà, on attend que ça reprenne pour pouvoir relancer tout ça. Didier, tu nous as évoqué toute l'organisation de Salsabor et de ses activités annexes, qui est vraiment d'une grande richesse. Et on y voit une grande dynamique d'équipe avec des valeurs profondes. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus d'informations sur cette équipe et les valeurs? Salsabor ne serait pas Salsabor s'il n'y avait pas un collectif. C'est même, je crois, l'une des plus grandes richesses qu'il y a toujours eu ici. C'est que, bien sûr, il y a toujours un moteur, il y a toujours quelqu'un qui impulse, qui donne envie d'une façon ou d'une autre. Mais c'est l'équipe, parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose, et c'est l'un des gros avantages qu'on a dans ce milieu de la danse, qui est plutôt, faut le reconnaître, égocentré quelque part. Hein. Quand un danseur, il est bon, il est bon, il fait ce qu'il aime faire, etc., etc. C'est toujours difficile de s'extirper, alors que Salsabor aura toujours une vision, même, enfin, en tout cas, depuis que j'y suis, et je veux dire, c'est une logique qui a toujours eu lieu, c'est que le collectif est au moins aussi important que l'individuel. Et moi, j'ai presque envie de dire, même si c'est pas le plus facile, c'est clairement pas le plus facile, moi, je crois au collectif.
Alors, je peux être exigeant, je peux me mettre impulsif, je peux me mettre râleur, je peux me mettre gueulard, mais je suis pleinement conscient du fait que c'est grâce au groupe des professeurs qui sont certains professeurs, danseurs, formateurs, d'autres que danseurs, d'autres à l'administratif. Voilà, il y a Audrey, effectivement, qui est un peu sur tous les tableaux, même si elle ne fait plus partie aujourd'hui de la compagnie sur la dimension danse spécifique. Mais clairement, c'est avec l'apport de chacun qu'on arrive à mobiliser autant de monde, à attirer autant de monde aussi, parce que l'une des forces, c'est que sur 20 intervenants qu'il y a à Salsabar, il y a 17 intervenants qui sont issus du centre de formation. Okay. Mais ils ont tous, et moi j'y tiens, on peut avoir un cadre pédagogique commun, c'est sûr, sur le professionnel. Mais par contre, chacun a sa personnalisation, chacun a sa patte, sa touche. Donc, il y a des gens, et je l'assume pleinement, qui vont préférer prendre un cours avec X, Y plutôt qu'avec moi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, ou ça veut peut-être même dire qu'ils ne m'aiment pas. Au fond, ce n'est pas le plus important. On a tous des affinités, mais il y a des discours, il y a des façons d'être qui parlent aux uns aux autres. Et donc, ça, c'est une grande richesse. Et puis après, tout le monde met la main à la pâte, hein. En réalité, on n'est pas dans un système millionnaire, il faut être clair. La danse, c'est avant tout la passion. Qu'on en vive, c'est bien, mais il faut proposer, il faut y aller, il faut faire des propositions, il faut tenir les groupes, il faut donner envie aux gens et être toujours dans cette dynamique. Et après, moi, je tiens à ces valeurs de collectif, c'est clair, mais de partage. Je veux dire, j'estime que quand on a la possibilité, c'est quelque chose qui est très ancré chez moi personnellement, c'est que un talent, un don, s'il n'est pas exploité et s'il n'est pas partagé avec les autres, c'est un gâchis. C'est quelque chose, mais je n'ai pas de mérite, c'est quelque chose qui a toujours été ancré chez moi. C'est-à-dire que je sais faire quelque chose, ben je le fais pour moi, je fais ça. Oh, faut surtout pas que les autres. Enfin, c'est une philosophie à laquelle j'arrive même pas à adhérer, je la comprends pas. Moi, ok, j'ai la chance d'avoir des capacités, des compétences. Eh ben, je les mets au service de ce que j'aime faire et du maximum de ceux qui sont ouverts à ce partage-là. Donc, quand on voit les gens sourire, parce qu'au final, on est comme dans une famille, hein, à Salsabar, hein. Les gens, faut même dire que les gens parlent de secte quand ils parlent de Salsabar. Moi, j'entends ça. J'interviens très peu, je ne cherche même pas à défendre ça. C'est-à-dire qu'il faut franchir la porte et venir se faire sa propre idée. Et il y a sans doute des gens qui repartent et qui n'adhèrent pas, mais il y en a quand même beaucoup qui restent, tant mieux, et j'espère de plus en plus. Ben oui, on est une famille, comme dans toutes les familles, il y a des prises de bec, c'est pas tout le temps facile, mais quand on voit les gens avec le sourire, quand on voit la dynamique qui s'installe, quand on voit les choses qu'on arrive à accomplir, mine de rien, on se dit qu'on sait pourquoi on fait ça. C'est l'esprit communautaire qui en dégage, qui fait qu'on associe ça à une secte. Sans doute. Et puis, on va être franc aussi, je sais, parce que j'entends les discours. Malheureusement, les gens ignorent que dès que vous parlez, ça revient d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même cette dimension, je ne sais pas si on peut parler de jalousie, mais il y a quand même cette crainte. Les gens pensent, et à tort, moi, je suis pour le maximum de profs, je suis le maximum, par exemple, de gens qui vont enseigner la salsa, la bachata, la kizomba. Pourquoi ? Je ne pourrai jamais toucher tout le monde. Mais plus il y aura d'acteurs, plus il y aura de capteurs. Ces gens, vous allez prendre des cours dans votre village, dans votre truc. Et la seule chose qui pour moi est importante, c'est que chacun, avec une unité, sache où est son niveau. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer d'empêcher à quelqu'un du village en question qui a du potentiel, qui a envie de faire plus, d'aller avec ceux qui peuvent lui apporter plus. Vous voyez, c'est un peu cette logique-là. C'est toute la logique. Je veux gagner des sous, je veux garder pour moi, surtout n'y va pas, etc., etc. C'est pas du tout la logique. Mais ça arrange certains de faire véhiculer cette histoire. Et puis après, c'est vrai qu'il faut être clair aussi. Il y a 15 ans, je sortais tous les soirs. Aujourd'hui, j'ai une femme, 2 enfants. J'ai 15 ans de plus. C'est sûr que sortir, me montrer, faire beau, c'est pas forcément ma priorité. D'accord ? Donc tout ça, ouais, c'est tout, tu vois, c'est tout ce qui contribue à laisser libre cours. Mais au final, on arrive toujours à toucher le public qui vient à nous. Et tant que ça dure, j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on propose a quand même une certaine valeur. Et donc, on continue.
Quand on partage le don que l'on a, le don voyage. C'est ce que, en tout cas, je vis avec ça. Et je crois à ça, je crois vraiment. Quand je forme les petits jeunes, ceux qui arrivent, qui me sollicitent, je n'arrive pas à dire oh, non, 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 tu me payes. Non, je commence par aider et puis on voit comment ça fonctionne. Après, je suis attaché à une forme de, pas de reconnaissance, toujours une forme de loyauté et de respect. Moi, je crois que c'est important. C'est la seule chose, mais c'est humain, tout simplement, un respect. Mais après, il faut que ça circule. Je veux dire, il faut que ça circule. Historiquement, salsa, c'est la salsa portoricaine, le mambo. Mais j'ai souhaité vraiment ouvrir sur toutes les danses afro-caribéennes au sens large. Et je dis bien afro-caribéenne. Donc, en fait, on propose la salsa cubaine, la salsa portoricaine, bien sûr, la salsa Cali Style, avec d'ailleurs une Véronica qui a été certifiée chez nous, qui a suivi la formation, qui a été Salsa Kids chez nous, à Salsa Bor, qui ensuite a suivi la formation professionnelle et ensuite est partie en Colombie. Elle est originaire aussi, enfin, elle a double nationalité, en tout cas, elle est d'origine colombienne également. Et elle développe la salsa Cali Style, donc salsa colombienne. Et à côté de ça, on a de la bachata. Alors, nous, on est plutôt centré sur la bachata dite traditionnelle ou dominicaine, instrumentale, etc., etc. Il y a d'autres styles de bachata, on les fait par stage, etc., de temps en temps, même en formation, on propose également des modules. Et la kizomba. La kizomba, parce que c'est dans l'air du temps, c'est plutôt le côté afro que caribéen, mais en fait, c'est des arrangements du zouk, donc c'est très proche de ce que moi je connais. Le semba aussi, un peu son ancêtre. Et à côté de ça, on a des disciplines qu'on va qualifier de techniques. Ça, c'est notre grande spécificité. On a des cours de musicalité avec un musicien. On a des cours de technique de tour pour expliquer, prendre le temps plus d'expliquer aux gens, quelle que soit la discipline, danse qu'ils pratiquent, comment améliorer l'exécution de leur tour. On a des cours de technique de mouvement, c'est ce que je disais, dont je raffole, ou là, comment bouger son corps au mieux et en respiration et en vitesse, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme cours? Des cours de reggaeton. Donc ça touche une population, ça fonctionne plutôt pas mal. Avec des profs, ça c'est des profs qui ont des spécificités, qui ne sont pas certifiés de Salsa Bor, mais qui partagent nos valeurs, enfin avec qui on a une bonne accroche, et voilà. Et on a appris encore cette année, enfin l'année dernière, mais qu'on n'a pas pu exploiter à plein, tout ce qui est les origines de la salsa, donc afro, de la rumba, ce genre de discipline. Donc on essaie d'être complet. Et moi, j'espère pouvoir bientôt proposer du zouk brésilien aussi. On a eu proposé du foro, on a fait un peu toutes ces choses, mais voilà, on est centré quand même sur la cubaine, portoricaine, colombienne, Cali Style, bachata, kizomba et les cours de technique. D'accord. Tu as évoqué qu'il y avait des personnes en fait qui avaient d'abord appris dans l'école et ensuite qui enseignaient. Quels sont les critères d'enseignement? Comment vous recrutez à Salsa Bor? Alors, clairement, pour enseigner à Salsa Bor, sous l'étiquette Salsa Bor, on va dire qu'il faut être labellisé. Labellisé Salsa Bor. Donc, il y a deux types d'intervenants à Salsa Bor. Ou ceux qui ont suivi la formation et qui sont certifiés. D'accord? Donc, à partir de là, s'ils sont certifiés, c'est qu'on estime qu'ils ont les compétences pédagogiques qu'on estime suffisantes et qu'ils ont en tout cas les compétences. On sait les maîtriser entre guillemets. Après, ils la font évoluer, mais on sait qu'on parle le même langage. D'accord? Et ensuite, sur les disciplines un peu annexes, on a un réseau, hein, on travaille avec d'autres danseurs également, mais avec lesquels honnêtement, on observe leur pédagogie, on voit comment ça se passe, quel est leur discours. L'idée, c'est pas de te dire que Salsa Bor, c'est les meilleurs, hein. C'est juste de dire qu'on a un discours professionnel cohérent. Et souvent, hein, ça m'arrive de circuler dans des événements où j'entends, par exemple, des choses, des discours pédagogiques qui peuvent qui peuvent qui peuvent me hanter parce qu'en fait, tout le monde on a le droit de se tromper, hein, c'est pas le problème, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des fondamentaux. Quand on a la responsabilité d'élève, il y a quand même des choses qu'on doit s'astreindre à faire. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas éprouvé pleinement.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. C'est comme si un instituteur disait à des élèves que 1 plus 1 égale 3. Ça se peut pas. Oui. Voilà. Eh ben, parfois, et c'est pas de la condescendance, c'est que parfois il y a des choses qui sont dites sur le corps, etc., et qui ne sonnent pas justes. Et je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, quand ils sont certifiés chez nous, a priori, c'est qu'ils ont les compétences qu'il nous faut. Et après, les autres qu'on recrute, on en a 5 qu'on recrute en externe. On fait pas de VAE, mais on échange avec eux, on discute avec eux, on observe leur discours pédagogique. Et normalement, ça convient tout à fait. Ils n'interviennent pas sur les niveaux débutants. D'accord. Dès qu'on prend des intervenants, soit c'est complètement d'autres disciplines, soit ils interviennent à partir du niveau intermédiaire à avancé. Parce que le discours débutant, ça j'y tiens, il faut qu'il soit cadré. D'accord. Et il y a des compétences particulières indispensables pour pouvoir justement aller dans cette dynamique-là. Ah, clairement. Alors, les compétences techniques. À Salsabor, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, à Salsabor. Les compétences techniques, alors, je ne vais pas les énumérer, mais on a un cadre pédagogique qui repose. Hein. Il faut qu'on sache parler de musicalité, il faut qu'on sache parler d'appui et de connexion avec la bonne conscience. C'est qui suffit, en tout cas, qui va bien. Ne pas dire n'importe quoi. Par exemple, c'est des exemples tout bêtes, hein. C'est-à-dire, lève ton bras. Enfin, il faut pouvoir dire à un élève, voilà, tu maintiens ton bras. Alors, on va dire, tu maintiens ton centre, ou tu allonges ton grand dorsal, etc. Non, mais en tout cas, lui donner des indications claires et qu'il le place en sécurité. D'accord? Et veiller à cette sécurité. Donc, les compétences techniques, globalement, on les observe quand quelqu'un arrive à exécuter à peu près correctement des choses, c'est qu'il a une conscience corporelle. Maintenant, c'est pédagogiquement. C'est pas parce qu'on sait faire qu'on sait transmettre. Et ça, il faut écouter le discours. Et donc, au niveau de la transmission, bien sûr, il y a des axes de communication. Il faut savoir s'exprimer correctement. Il faut prendre conscience qu'il y a une interaction à avoir avec les élèves. Le discours, il ne faut pas être dans la négation, mais toujours positiver, même pour faire une remarque, pour corriger. Il y a un cadre à maintenir. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses, des compétences d'animation qui sont importantes et auxquelles on veille. Il faut de l'enthousiasme, etc., etc. Et ça, c'est méga important. Après, on y veille et ça se passe plutôt bien. Ouais. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés pour les recrutements à Salsabor? Alors, pour le coup, non. Parce qu'en fait, nos certifiés, dès qu'on leur propose du travail, ils sont partants, en tout cas, dès qu'ils sont disponibles. Et on a quand même un bon panel de personnes certifiés depuis quand même plusieurs années. Et pour les professeurs externes, nous, on arrive toujours par relation, par réseau, par analyse, parce qu'il y a quand même beaucoup de danseurs et beaucoup de professeurs hein, dans le milieu. Même s'il n'y a pas de diplôme, il y a beaucoup de personnes qui officient et qui proposent ces disciplines. Et maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait que qui fait quoi, où, quand et comment. Donc, on n'a pas de vraies difficultés à recruter. C'est pas un problème qu'on rencontre spécialement chez Salsabor. Par contre, on peut avoir des difficultés à sélectionner. Donc du coup, faire des choix. C'est pas toujours le plus facile quand il faut expliquer. Bon ben voilà, je prends quelqu'un. Ah bon, c'est un tel. Bon, voilà, mais c'est courant. Et depuis 2013, le volume de cours qu'on a pu proposer à Salsabor, on a eu de cesse de grandir. Donc quelque part, on va plutôt dans le bon sens. Très bien, merci. Alors Didier, comment Salsabor a vécu la période Covid? Mal. Comment Salsabor traverse tout ça? Cette période a été compliquée, mais parce que pas d'activité de danse, même si on a pu continuer à travailler avec la formation professionnelle. Donc ça, on a quand même eu cette mini-activité, je veux dire. Mais l'essentiel de ce qu'on propose, les événements annulés, les cours interdits, financièrement les demandes de remboursement, ce qui est normal à traiter, les aides qui ne viennent pas, sur un plan humain, je vais être franc, c'était une respiration. C'est-à-dire que c'est un temps, ça allait moins vite, moins de personnes, etc.
Mais sur un plan social, relations sociales, ça a été quand même assez difficile quand on a l'habitude de tous les jours être en lien avec du monde. Et puis du jour au lendemain, ça se coupe. Le premier confinement, 2020, mars, avril, mai, bon, on a accusé le coup, c'était en famille, retrouvailles, etc., etc. Le deuxième, ça a été un deuxième coup de semonce après la reprise de septembre-octobre. Ça a été un peu pénible. Mais bon, on a la santé, on est là, on reprend, ça reprend timidement et c'est pas la meilleure période. Mais on espère qu'en septembre, tout sera rentré dans l'ordre, que les gens qui craignent ou qui sont à risque se seront fait vacciner, que tout pourra suivre un cours normal. Voilà. Merci. On redescend. Didier, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi la force de Salsabor? Il n'y a pas qu'une force à Salsabor. Hein. On peut dire que c'est la force, elle est composée quand même de plusieurs éléments. Déjà, c'est son histoire, hein, puisque Salsabor a une histoire quand même qui commence à dater aujourd'hui. L'un des éléments prépondérants, je crois que ce qui compte le plus, c'est le collectif. En tout cas, la volonté, au-delà des difficultés que ça pose, hein, parce que maintenir un collectif, c'est pas quelque chose de si simple, mais c'est la force du collectif. C'est-à-dire que les gens acceptent de se mobiliser autour d'un lieu commun, d'objectifs communs. Mm-hmm. Et voilà, donc ça en fait finalement un lieu de rencontre, etc. Et que ce soit sur le plan administratif, au niveau de la danse, on est un groupe, on est une famille en fait. Il faut dire ce qui est. On est une famille avec des cousins plus ou moins éloignés, mais ça fonctionne sur cette base-là. Et je crois que c'est en cela que réside... voilà. Après, il y a quand même sur un plan technique, quoi qu'on en dise, une conscience technique assez forte. Et vous mixez plusieurs expériences ensemble. C'est quand vous avez 5 danseurs qui ont 20 ans d'expérience, finalement, vous cumulez 100 années d'expérience. Et donc, ça fait une richesse. Donc, il y a une émulation au sein même de l'équipe. Et ça, c'est génial. On n'a pas besoin d'aller à droite, à gauche, d'aller chercher un tel. On peut toujours y aller, mais... donc, tous ces éléments contribuent. Et puis, c'est les valeurs. Quand on reste centré sur le partage et le bien vivre avec les uns et les autres, et le bien-être aussi, je crois que tout ça contribue à la force de Salsabor. Ah, super. Et est-ce que tu pourrais nous dire si Salsabor a un secret pour sa longévité? Le secret, c'est d'essayer sans cesse de repousser les limites. On a commencé il y a une vingtaine d'années avec une bande de copains qui aimaient danser, qui voulaient faire du show. C'était finalement de l'amateurisme. Ça l'est peut-être encore, mais ça se bonifie. Et quand les choses se stabilisent, on recherche encore d'autres objectifs, d'autres enjeux. Toujours repousser les limites. En tout cas, c'est ma philosophie et c'est celle que je transmets au sein de tout ce qu'on fait. Alors parfois, hein, oui, mais tu veux toujours faire plein de choses, tu veux toujours aller plus, ben ouais, mais je crois que c'est mon moteur à moi. Et donc, ça doit être globalement le moteur des uns et des autres. Parce qu'on s'en sort toujours et on arrive toujours finalement à repousser les limites. Et moi, je crois que ça, c'est ce qui permet de durer. Et j'espère qu'on continuera comme ça demain à retrouver d'autres enjeux, d'autres ouvertures et continuer comme ça. Merci. Alors, je crois qu'on va devoir te laisser parce que tu m'as dit oui. que tu avais un coaching de compétiteurs. Tout à fait. Est-ce que tu peux juste nous en dire quelques mots? Écoute, depuis que la mode des compétitions est revenue et que la Fédération française de danse a décidé de promouvoir les disciplines SBK, j'ai contribué à mon niveau à mettre en place une série de compétitions. Ça a été repris par une autre équipe là depuis la nouvelle mandature. Et il y a les championnats de France qui interviennent, qui seront sans sélectif, qui interviennent la semaine prochaine. Et il y a 4 danseurs de la team ou des élèves qui ont décidé de se produire en solo. Et du coup, ils nous ont sollicité pour les aider. Donc là, j'y vais. Et on les aide, ils sont 4, donc on se répartit la tâche. Très bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Ok, écoute, avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Merci Didier.
Après vous avoir présenté l'école Salsa Bor en partie et d'avoir fait cette rencontre avec le directeur de l'école, Didier Galvani, nous allons maintenant découvrir les cours qui sont dispensés dans cette école en deuxième partie et son enseignement. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en train de vous entraîner là sur place. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi cet entraînement? Vous vous entraînez pourquoi? Bah écoutez, je m'entraîne régulièrement en fait. Donc aujourd'hui, j'ai pris une tapis d'accro. J'appelle ça comme ça parce que ça permet d'atterrir sans se faire de mal et d'expérimenter des choses dans le milieu du sport. Donc là, je suis en train de travailler des acrobaties pour les intégrer dans le milieu de la danse. Voilà. D'accord. Et donc, vous êtes à Salsa Bor depuis combien de temps? Alors, je suis arrivé à Salsa Bor il y a 4 ans. J'ai fait la formation professionnelle pour devenir enseignant et donc danseur professionnel que j'ai acquis avec succès. Donc aujourd'hui, je suis professeur au sein de cette école et je fais aussi partie de cette compagnie de danse de Salsa Bor. Donc c'est pour ça aussi que je m'entraîne aujourd'hui pour rester à un niveau dit correct pour pouvoir faire des shows de qualité. Très bien, merci. C'est moi. Alors, ce choix de l'école Salsa Bor, il vient d'où? Alors, je vais un peu les vendre, mais en même temps, c'est la vérité. C'est-à-dire que je viens de la banlieue. Et en banlieue, on n'a pas forcément tous les outils nécessaires pour pouvoir, j'ai envie de dire, se dépasser. Donc, j'ai atterri ici parce que j'ai trouvé la qualité. En tout cas, les demandes que j'avais, les attentes que j'avais, pardon, je les ai trouvées ici parce que j'ai trouvé la qualité d'enseignement, la qualité technique qu'aujourd'hui, je pense avoir acquis ou en tout cas compris. Donc voilà, je suis là parce que clairement, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Ce qui m'a amené clairement, c'est la danse. C'est la danse, clairement. C'est la danse. J'adore enseigner, j'adore danser, j'adore transmettre, j'adore faire vibrer, j'adore ressentir, j'adore faire ressentir aussi. Donc j'ai retrouvé ça ici, le travail en groupe, le travail en solo. J'ai retrouvé ça ici et voilà. Donc c'est super. Merci. Audrey, bonjour. Oui, bonjour. On te retrouve ici. Tu fais partie de l'aventure Salsa Bor également. Qu'est-ce qui t'a amené dans la danse? Alors la danse, elle a toujours fait partie de ma vie depuis petite. J'étais assez autodidacte, je dansais chez moi et j'ai pris après rapidement des cours après en modern jazz. Et très vite, les sons africains m'ont plu. Donc je dansais chez moi, je mettais des CD, des musiques à l'époque de percussion et tout ça. Donc il y avait toujours cette influence qui me plaisait. Et les rythmes de la République dominicaine aussi. Et puis, en fait, en 2001, si je ne me trompe pas, j'étais à Marseille, puisque je suis marseillaise d'origine. Et il y avait des cours de salsa cubaine. Et donc, j'ai été avec ma mère à l'époque. Donc, dans une soirée, il y avait des cours comme ça en pré-soirée. C'est comme ça que j'ai commencé. Et rapidement, avec l'association, j'ai pris des cours et je suis devenue assistante de prof. Et puis, avec mon partenaire de l'époque, on a créé une association. Et puis voilà, on a commencé à faire des performances en congrès. D'ailleurs, au congrès organisé par Salsa Bor à l'époque, le mondial de la salsa à Paris. Ça a été notre première scène. Et voilà comment j'ai connu Salsa Bor aussi. Et puis, voilà, donc la salsa, la bachata, tout ce qui a été là-dedans. Puis, je suis venue à Paris en 2006, suite à une proposition de danser dans une compagnie. Et j'ai intégré Salsa Bor après avoir fait un premier duo avec Didier. Et donc, on a commencé à faire notre duo. Et puis après, j'ai intégré la compagnie Salsa Bor de l'époque, en 2007. Et voilà, déjà, la danse, c'était tout ça. Déjà de nombreux pas dans la danse. Oui. En tant que performeur, beaucoup en duo. Et puis de la compagnie aussi, ouais. Dans des congrès internationaux, tout ça. D'accord. Et tu as un parcours assez diversifié. Et donc, tu fais d'autres activités aussi. Oui, parce que, alors déjà, je me suis formée aussi vers 2009 par là à la danse-thérapie. Donc, j'ai fait une formation d'expression primitive, encore une fois, avec des percussions, avec l'utilisation de la voix, le corps. Donc, parce que pour moi, c'est hyper important. Voilà, j'ai très vite fait le lien entre le bien-être de la personne, des personnes, en dansant, ce que ça pouvait leur apporter. Et donc, voilà, j'ai fait cette formation et que j'utilise aussi toujours. Je fais des ateliers là-dedans. Ça aide beaucoup les gens dans leur vie au quotidien. Et les danseurs aussi, ça les aide aussi par rapport à leur performance sur scène, pour être plus à l'aise, pour ce genre de choses.
J'ai aussi fait des formations de yoga prénatal et postnatal, donc on va me dire rien à voir, mais pour moi oui, puisque j'ai été maman entre-temps, donc ça a fait son chemin et j'avais vraiment besoin d'aider les futures mamans et moi-même aussi entre-temps. Et donc voilà des activités que j'ai fait essentiellement en même temps, parallèle que Salsa Bor. Et Salsa Bor, quand Didier a repris en 2013, donc forcément, puisque nous sommes ensemble, nous avons repris l'aventure quand même ensemble, et avec les cours, avec la formation professionnelle et tout ça. Et aujourd'hui, je m'occupe aussi de la communication. En plus. Très bien. Et alors, du coup, tu donnes des cours de yoga à Salsa Bor? Oui, alors ça, c'est tout récent, effectivement, puisque j'ai entamé depuis 2 ans une formation de yoga, mais vraiment de yoga, j'avais fait pré- et postnatal, mais là, c'est du yoga Hatha Vinyasa, vraiment dans la pure tradition, avec la philosophie indienne, avec tout ça, ce qui n'y était pas dans ma première formation. La première formation, c'était très physiologique, très anatomique, et là, celle-ci, elle est vraiment avec le courant, avec le développement, voilà, de la méditation, tout cet aspect-là, où je trouve qu'il y a un réel apport pour tous en fait au quotidien, et ça c'est le cheminement de ma vie qui m'a permis d'aller là, quoi. Et donc à Salsa Bor, donc c'est cette année effectivement où j'ai commencé à proposer ça aux danseurs et à ceux qui sont en formation professionnelle chez Salsa Bor. Du coup, c'est la raison pour laquelle tu intègres le yoga. Mhm. Mais quelle est la valeur ajoutée du coup pour les danseurs? Alors, pour moi, déjà, ils apprennent, il y a des techniques de respiration avec le pranayama, donc déjà, ça c'est hyper important pour le danseur. Ils apprennent à se calmer, à gérer leur stress, bien sûr, on développe la force, l'équilibre, la souplesse, donc c'est hyper complet. Et bon, vous allez le voir tout à l'heure, vous pourrez leur demander aussi directement. Mais pour moi, c'est complètement complémentaire. Voilà, tout le monde devrait faire du yoga déjà. C'est vrai. Et qu'on me dise pas, il faut être souple. Mais c'est hyper. Ça leur apporte beaucoup comment dire, une reconnexion aussi à soi. Et un moment, ok, hors du temps, où on se pose. Et ça, c'est une plus-value. Et quand tu dis ça leur est complémentaire et ça leur apporte encore plus au niveau de la connexion, Ouais. en quoi ils peuvent l'utiliser? Qu'est-ce que ça peut leur donner de plus fort encore? Déjà parce que en danse, on va dire oui, on va travailler la technique de danse, des exercices préparatoires, de la barre au sol, des acrobaties, tout plein de choses. Mais dans le yoga, on travaille le corps différemment, en tenant des postures, etc., avec le souffle. Donc, on travaille les muscles différemment. Donc déjà, ça leur donne, voilà, le muscle, il est habitué à travailler d'une certaine manière, et là, hop, on l'emmène dans une autre façon. Donc, ça leur apporte plus de puissance, j'ai envie de dire, au niveau du centre, au niveau de l'allongement, de l'étirement, de tout ça. C'est ça, en fait. C'est complémentaire dans les exercices aussi. D'accord. De travail. Donc, toute la souplesse du corps et l'intégration dans le mouvement. En fait. Oui, et dans la respiration. Et dans la respiration. Ouais. Merci, voilà. Audrey. Audrey, on peut parler d'autres thèmes spécifiques qui sont proposés aux danseurs à Salsa Bor? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Oui, ben justement, c'est aussi par on va dire, les formations des professeurs autres. Par exemple, on a une professeure qui s'est formée en sophrologie, moi aussi avec l'expression primitive. Donc c'est vrai qu'on propose des ateliers, peut-être qui ne sont qu'à Salsa Bor du coup, et on leur propose des ateliers qui sont riches d'autres choses. Et là, justement, pendant le confinement, on leur a proposé de ces ateliers-là. Et moi, je leur ai proposé un atelier que j'ai nommé Prana et expression primitive, où j'ai mélangé voilà, du pranayama de yoga, des techniques de respiration, et avec derrière ma technique ce que j'ai apprise en expression primitive. Et donc voilà, avec un objectif spécifique de vraiment aller dans le lâcher prise, dans le mouvement, dans la respiration, dans l'utilisation de la voix. Et ça change tout, d'avoir à utiliser la voix, de chanter, de crier, de lâcher le mental. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont assez spécifiques à Salsa Bor, du coup. Et qui vont être développées, du coup, ici. Oui, tout à fait.
Alors, nous assistons là, ici aujourd'hui, cet après-midi, à un cours de yoga à l'école Salsabor. Et comme l'on peut le constater, un travail de souplesse en profondeur, de connexion à soi, et ce qui nous montre bien que Salsabor n'est pas seulement une école de danse, mais avant tout une école de bien-être. Pauline, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en tant que danseuse et en tant que professionnelle, comment s'est passée cette coupure au moment du Covid, de l'arrivée du Covid, d'un point de vue physique, comment tu l'as vécu, et d'autre part d'un point de vue psychologique? Alors, le tout premier confinement, ça a été une rupture hyper difficile parce qu'on a vraiment complètement arrêté de danser du jour au lendemain. On s'entraînait vraiment tous les jours avant ça. On préparait beaucoup de dates et on avait des représentations prévues qui sont toutes annulées du coup à cause du Covid. Donc, du jour au lendemain, on a été tous confinés chez nous et on n'est vraiment plus sortis. Alors, au début, il y a une période où ça a fait du bien. On s'est dit, cool, on va se reposer, parce que c'était censé durer que 2 semaines. Donc, on s'est dit, chouette, un peu de repos. Et en fait, moi, personnellement, mon corps a vraiment s'est relâché complètement. Et au final, j'ai eu mal partout pendant, je crois, 1 semaine. J'avais l'impression d'avoir 70 ans pendant 1 semaine. J'avais mal partout, au dos et tout. Et c'est vraiment, je pense, ce relâchement qu'on ne se permet pas au quotidien parce qu'il faut toujours être au taquet pour les répétitions, les entraînements, qui s'est produit et qui a fait que mon corps a vraiment relâché. Et donc pendant 1 ou 2 semaines, je me suis reposée, moi personnellement, vraiment. Et après, par contre, ça a commencé à être long parce que ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, on s'est remis à s'entraîner en distanciel, avec Zoom, tout ça. On faisait des petites séances de renforcement musculaire et de répétition pour quand même continuer à garder un certain rythme. C'est vrai que c'était dur psychologiquement aussi parce qu'on n'en voyait pas la fin. Et donc, on pensait toujours que, ouf, ça y est, dans quelques semaines, on peut reprendre. Et en fait, ça a duré. Toutes les dates se sont repoussées jusqu'à s'annuler complètement. Et au final, même jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas monté sur scène. Mais à partir du 2e confinement, on a pu continuer à s'entraîner quand même, c'était autorisé. Donc physiquement, on a repris un rythme hyper intense. Mais c'est vrai que c'était difficile psychologiquement parce qu'on n'avait pas vraiment d'objectifs concrets en fait. On savait qu'on s'entraînait pour progresser, pour rester en forme, pour créer, avoir des choses à présenter à la reprise. Mais on n'avait pas de but précis. Et c'est vrai qu'on danse tous pour ça, pour la scène, pour les représentations. Et donc, c'était hyper difficile de rester motivé sans pouvoir sortir de cette salle de danse et s'exprimer, et rencontrer les gens et le public, la scène, tout ça. Donc voilà, donc on a hâte. On a hâte de pouvoir sortir d'ici et retourner sur scène. Et qu'est-ce qui vous tient, qui vous réunit, qui vous donne la force justement d'aller de l'avant, de continuer, d'attendre cette reprise? Nous, on a de la chance d'être un groupe déjà on est un groupe, donc on a de la chance. On n'était pas tout seul chez nous, on a pu continuer à s'entraîner, donc on avait vraiment cette chance-là d'avoir des salles, un studio disponible tous les jours pour venir. Et on s'entend aussi tous très bien, que ce soit professionnellement et personnellement, on a quand même un groupe qui s'entend bien, donc on a réussi à se motiver toujours tous ensemble pour essayer de trouver des nouvelles choses à faire, d'explorer d'autres styles de danse, des fois d'essayer d'autres exercices pour progresser de manière différente. Et on a essayé de rester dans la recherche et dans la création pour entretenir un moteur et un truc qui roulait malgré le fait qu'on ne pouvait plus faire de représentation ou quoi que ce soit. Ensemble, reliés, créatifs. Ouais, c'est ça. Merci. Avec plaisir, merci à vous. Alors Guillaume, on a vu que tu étais en train de t'entraîner là dans la salle. Est-ce que tu peux nous dire, c'était un entraînement de quoi exactement, s'il te plaît? D'accord. Donc, vous venez de voir justement une création qui va me servir éventuellement plus tard. Maintenant, là, tout de suite, à un concours qui sera organisé par la Fédération française de danse. Donc, c'est un concours ouvert à tout le monde dans différentes catégories, salsa, bachata, kizomba, en solo, en couple et en groupe. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi qu'est-ce qui amène à la compétition? C'est quoi la fibre du compétiteur?
Alors la fibre du compétiteur, c'est plutôt pour différentes personnes, on va dire, ça sera un peu de la compétition, un peu plus pour aller chercher des challenges un peu plus personnels, comme moi par exemple, ou là pour avoir un peu plus de dépassement de soi, de sortir un petit peu ce qu'on appelle du lot, avoir une créativité un peu plus différente de celle qu'on pourrait éventuellement voir habituellement en France ou ailleurs à l'étranger, pour pouvoir éventuellement danser librement dans ce que j'ai envie de créer, de faire et éventuellement de partager avec le public. Alors, tu disais que tu avais déjà fait des compétitions et notamment où tu avais représenté la France. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai eu la chance de participer à ce qu'on appelle le Salsa Shine Contest International, qui a lieu en France chaque année depuis maintenant 4 ans. Donc j'ai été qualifié pour représenter la France à ce concours. Donc très heureux, premier solo, premier passage, première création et voilà, donc très 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 content. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience de plus fort pour toi? Qu'est-ce que je retiens de tout ça? La valorisation de ce que je peux avoir en termes de communication dans la danse, en termes de gestualité, d'interprétation, d'amener le public dans mon monde. C'est génial. Le partage de ton univers. Ouais, exactement. C'est exactement ça. D'accord. Merci. Non. Nous sommes ici dans une séance de travaux dirigés pour stagiaires en formation d'enseignants. Une mise en situation professionnelle qui sera ensuite corrigée. Alors, on se retrouve maintenant au moment du débriefing suite à la mise en situation professionnelle. Lors de ce débriefing, en fait, chacun va s'exprimer, notamment la personne qui a donné le cours, mais aussi chacun des participants, de façon à ce que chacun apprenne les uns avec les autres. C'est un travail d'équipe et c'est un partage. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'apportent les travaux dirigés, comme on a pu voir, cette mise en situation? Absolument. Alors, les travaux dirigés, donc les TD, qu'on appelle souvent comme ça, c'est un peu des cours axés sur la technique, donc très, très important. Qu'on a souvent en cours collectif, on a des cours qui sont moins techniques, mais qu'on apporte au fur et à mesure. Et en TD, on n'en a pas vraiment toute la technique nécessaire pour que nous, en tant que futurs professeurs, on puisse avoir tous les outils pour expliquer aux élèves tout ce qu'il faut faire. Donc là, actuellement, on a fait une mise en situation, donc c'était c'est assez important. C'est un peu une simulation de ce qu'on pourrait avoir en réel. En milieu professionnel. En milieu professionnel. D'accord. Donc c'est un peu une préparation à la vie professionnelle allemand. Donc voilà, après, on a des corrections personnalisées, on a un débrief à chaque fin de séance qui permet d'améliorer l'axe de chaque travail qu'on doit améliorer. Ce que vous proposez, ce qu'on propose l'écoute de et ce qui est ressenti, qu'est-ce qui serait mieux à faire pour la prochaine séance. Et comment améliorer. D'accord. Comment améliorer l'axe de chaque séquence. On peut dire ça une séquence. En se préparant en tant que professionnel, est-ce que c'est facile de jouer un rôle de débutant, sachant qu'il y a quand même un travail qui a été fait, beaucoup d'entraînement et une technique acquise? Alors au début, c'est très compliqué parce qu'on a des automatismes qui sont mis en place. Et donc, on a souvent, on parle de connexion à la posture, qu'on a la posture. Et quand on joue l'élève débutant, il faut vraiment oublier tout ce qu'on a appris pratiquement et jouer un rôle. Donc au début, c'est compliqué, mais sur la fin, on y arrive. On s'amuse plutôt bien d'ailleurs. On s'éclate plutôt bien, mais parfois le naturel revient au galop, quoi. Et qu'est-ce qui aide à prendre ce rôle? L'éclate. Moi, je le prends plus en mode je m'éclate, quoi. Donc, et puis voilà, j'essaie de prendre un peu le flow du cours de cette façon-là. S'amuser. On s'amuse. Voilà. Alors, on a vu que tu participais à la mise en situation. Qu'est-ce que ça t'apporte, les travaux dirigés?
Ben, les travaux dirigés m'apportent un enrichissement au niveau de la connaissance pour plus tard, puisque je souhaite devenir professeur de danse. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux dirigés, surtout avec les élèves, parce que moi, j'ai commencé un petit peu plus tard par rapport à ceux qui sont là. Donc, ça me donne un petit peu plus de travail, effectivement, parce qu'au niveau l'enregistrement, tout enregistré en tête, tout ça, donc voilà, pour moi, ça m'apporte un enrichissement. Alors Audrey, on vient de voir ton cours de travaux dirigés Mhm. pour les stagiaires en formation d'enseignants. Ouais. Quelles sont les spécificités techniques et pédagogiques pour être un bon professeur? Ok, les spécificités techniques et pédagogiques. Alors, être un bon professeur, déjà, j'ai envie de dire que déjà, c'est l'état d'esprit, peut-être, qu'on peut avoir. C'est l'intention avec laquelle on aborde les choses, les gens, c'est-à-dire accepter que ce qui est, on va dire, valable pour un n'est peut-être pas valable pour l'autre. Donc, c'est aussi ça, c'est savoir adapter à chacun par rapport aux postures, savoir donc s'adapter au moment aussi. Et j'ai envie de dire que c'est important, en tout cas chez nous, c'est important d'avoir des connaissances anatomiques, des connaissances sur la technique du corps, comment ça se passe dans l'espace. On ne peut pas demander des choses qui sont pas du tout, on va dire, qui sont à contresens, quoi, corporellement parlant. Donc pour nous, c'est important qu'il y ait ces connaissances-là et qui s'appliquent après dans la danse, quoi, tout simplement. Et après, c'est forcément le bon sens, la bienveillance pour nous. Et voilà. Je ne sais pas trop si j'y réponds. D'ailleurs, on a pu constater que tu faisais la remarque entre l'alignement de l'orteil, genou et hanche. Bah oui, et tout à fait. On voyait cette particularité. Bah oui, parce qu'on est vraiment très à cheval pour qu'il y ait vraiment des connaissances anatomiques, pour pas, voilà, juste... On n'est pas sur quelque chose où on fait des chorégraphies pour faire les chorégraphies. On explique vraiment ce qui se passe dans le corps. Et en plus, ça évite des blessures aussi aux gens. C'est un peu le but aussi, qu'ils viennent et qu'ils ne se blessent pas ici ou en soirée. Parce que comme ça, ils ont vraiment des connaissances. Il ne faut pas oublier qu'on a souvent des gens qui n'ont rien fait avec leur corps depuis parfois 10, 15, 20 ans. Et ils arrivent là, ils sortent du travail, ils sont un peu ankylosés et tout. Et donc, il y a un réel apprentissage pour l'élève lambda déjà, de savoir comment se positionner l'épaule, et aussi quand surtout le danseur il guide quelqu'un, donc une danseuse, il a aussi cette responsabilité-là de ne pas blesser l'autre, donc de savoir qu'est-ce qu'il doit faire ou pas pour que sa danseuse soit confortable, et aussi pour lui qui ne se blesse pas. Donc ça, c'est primordial chez nous. Très bien. Voilà. Merci. Audrey, on entend souvent dire j'arrive pas à retenir, c'est trop compliqué pour moi, comment je peux mémoriser, je peux pas rester dans la salsa parce que j'arrive pas à retenir les passes, c'est trop chorégraphié. Comment ça se gère tout ça finalement? Alors, il y a différentes façons pour moi d'appréhender les cours, et c'est vrai que par mon expérience, j'ai vu beaucoup de façons de faire. Et chez nous, en tout cas à Salsa Bor, ce qui se passe, c'est qu'on voit pas en fait une chorégraphie. Les cours ne servent pas à apprendre une chorégraphie parce qu'on a des ateliers spécifiquement pour ça, ateliers chorégraphiques. Donc les cours sont vraiment là pour qu'on apprenne à danser. Donc apprendre à danser, c'est apprendre à guider ou apprendre à être guidé pour la danseuse. Ce sont deux jobs différents. Et notre objectif, c'est vraiment que les gens s'approprient les mouvements, s'approprient une danse, s'approprient ses codes pour qu'ils puissent être le plus facilement et le plus rapidement possible libres de danser en social, pour danser avec des danseurs qui ne connaissent pas aussi. Donc ça veut dire qu'ils doivent comprendre des techniques vraiment de guidage pour pouvoir danser avec n'importe qui. Et quand on danse, qu'on apprend de façon chorégraphique, en général, ce qu'on observe, c'est que les danseurs ne peuvent pas danser avec d'autres danseurs, parce qu'en fait, ils apprennent pas du guidage, ils apprennent une chorégraphie. Donc, quand ils veulent faire la chorégraphie avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Donc, déjà, il y a ça. Et donc, chez nous, c'est vraiment il y a une progression, certes, dans les cours. C'est-à-dire qu'on peut pas se pointer en janvier et on n'a jamais rien fait et se dire, ah, bah, cool, je vais y arriver. Non, il y a quand même une progression dans l'année. Mais chaque chose est vue comme un module. C'est comme quand on apprend l'alphabet, A, B, C, D, etc. On apprend après à faire des mots avec ces lettres-là. D'accord ? Donc, dans chaque discipline, c'est comme ça.
Et je sais pas si Et j'ai du coup, entendu. au niveau du passage de niveau à un autre, comment ça se passe? Est-ce que c'est regroupé? Est-ce que c'est... Alors, ce qu'il y a chez nous, c'est qu'effectivement, les élèves ne s'abonnent pas à un cours fixe. C'est-à-dire qu'ils viennent pas, par exemple, pour s'inscrire le lundi à 20h et toute l'année, c'est le lundi à 20h. Ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans des associations parce que c'est des cours fixes. Nous, ils prennent un abonnement d'heures, par exemple 10 heures. Et en fait, bien sûr, ils ont une préférence. Et si on a un cours, il faut le suivre de façon régulière. Mais imaginons, pendant 3 semaines, je pars en voyage. Donc, du coup, j'ai raté mes cours. Je me sens un petit peu larguée au niveau de l'évolution. Je peux aussi changer de cours, aller sur le jeudi, par exemple, le niveau inférieur. Et récupérer un petit peu justement ce que j'ai perdu, revoir les bases. On peut aussi faire des cours particuliers si on veut pour rattraper le niveau. Ça, c'est des choses. D'accord. Et les personnes qui sont en difficulté, par exemple, dans un cours, parce que bon, il y a souvent un groupe qui va suivre, qui va être dans une homogénéité de niveau, et quelques personnes qui se retrouvent en décalage. Comment ça se passe pour ces personnes-là? Bien, on a envie de dire que bon, alors les cours collectifs, effectivement, voilà, c'est collectif. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent là, c'est aussi qu'ils cherchent une dynamique de groupe. Donc, ils viennent pour un but précis. Il y a un coût aussi qui est accessible. Et donc, ils sont dans cette dynamique. Effectivement, on voit aussi beaucoup de décalage chez nous entre les personnes qui font 2, 3, 4 heures, 5 heures par semaine et ceux qui viennent qui font qu'1 heure. Donc, il peut se créer un petit décalage. Nous, ce qu'on leur conseille à ces élèves qui sont en difficulté, c'est soit de faire 2, 3 heures du même cours dans la semaine. En plus, comme c'est souvent avec des profs différents, donc ils vont apprendre un peu différemment, mais au moins, ça leur permet de faire peut-être même pendant seulement un mois un peu intense, de 2, 3 heures par semaine, histoire qu'ils intègrent bien les bases. Et après, on relâche un petit peu, ils peuvent revenir à un cours par semaine. Ou alors, s'ils peuvent pas faire ça par leur horaire, etc., on leur propose aussi parfois un cours particulier. Parce qu'en 1 heure de temps, avec un prof vraiment centré sur soi, parfois, ça suffit pour remettre l'élève, on va dire, sur les rails et rattraper les autres. C'est une proposition complémentaire que vous faites ou ça fait partie de l'année qu'ils ont choisi? Non, c'est complémentaire. Effectivement, c'est à notre budget. Et c'est aussi, voilà, ça, c'est ceux qui peuvent... ou peuvent pas, et après c'est à eux de voir aussi, hein. Soit ils disent de voilà, la recherche et du exactement besoin. Très bien. Voilà. Merci. Alors Didier, on se retrouve. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui est cette formation tu es en train de donner là actuellement? Là, on avait 2 heures, enfin 1h30 puisque les cours ont repris. On avait 2 heures avec ce que j'appelle l'atelier perf. Alors, ce sont des élèves qui veulent consacrer plus de temps à leur perfectionnement technique et chorégraphique. Et donc, du coup, c'est une formation un peu danseur. Alors, parfois, on peut dire semi-pro, mais en fait, ça n'a pas vraiment de réalité. Ils sont pas professionnels, mais ils aspirent à plus que les seuls cours qu'on dispense à l'école. D'accord? Donc, la notion de scène rajoute un challenge et un objectif qui les mobilise plus sur leur progression. Donc, on se voit 7 à 8 heures par semaine, le soir et le samedi matin. Et on travaille, toute la première partie de l'année, c'est un travail technique, perfectionnement. Et là, on est en train de concrétiser par une chorégraphie. Et on a une captation prévue dimanche, au moins partielle, en attendant la rentrée. Et quand tu dis que ça les mobilise plus, qu'est-ce qu'ils acquièrent de plus? Ben, en fait, comme ils veulent être bons sur scène devant la vidéo, ils répètent plus. S'ils répètent plus, on est meilleur. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Plus tu travailles, plus tu progresses. Ils élèvent le niveau. C'est ça. C'est ça. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit partage par rapport au perfectionnement que tu viens de vivre.
Moi, ça fait 2 ans que je suis à l'atelier Perf avec Didier Galvani. Et ça m'a apporté énormément de choses en tant que danseuse, mais aussi humainement parlant. Ça m'a apporté la confiance, mais aussi on a beaucoup travaillé sur la technique de mouvement, aller beaucoup plus en profondeur, et il y a un vrai travail d'expression scénique aussi qui se fait. Donc moi, c'est que du bonheur et voilà, moi je kiffe. Ça se voit avec ton beau sourire. Merci. Merci à toi. Alors, nous sommes ici en cours de salsa cubaine débutant. Et comme on peut constater, on a un élève sur ma gauche qui se trouve en difficulté dans ses pas de base débutants. Et du coup, il a été un petit peu soutenu, et il est soutenu en fait par une personne en délégation pour pouvoir l'accompagner. Donc, on peut constater que on a une mise en situation dans un cours qui permet à la fois de mettre en application ce qui est enseigné en tant que professionnel, et en même temps de voir que même un débutant qui a du mal a aussi l'opportunité de se retrouver avec des conseils particuliers pour pouvoir suivre. On se retrouve en salle numéro 3 à nouveau pour un cours de cha-cha dispensé chez Salsabor avec Jean-Michel. Et alors, comme on peut constater, il y a une dynamique collective, de la technicité, de la puissance, beaucoup d'énergie. Do you want to explain your choice of the lesson here? It's Salsabor. Why? Well, I tried the salsa class since last year. I tried another school as well, so I was comparing different schools. In the end, I signed up the salsa class here because I find that there are a variety of different classes here, and the teacher here is really, really good. So they have basic, intermediate, and avancé. So I can start with the basic, and then I can move like ahead. So every night I can find the class that I'm very interested with. So far I'm still very happy. So I continue, to dance salsa here. Yes, thank you very much. You're welcome. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que tu as choisi Salsabor pour prendre des cours? Oui, avec plaisir. Ce que j'ai adoré avec Salsabor, c'est que j'ai découvert par des portes ouvertes l'année dernière. Et donc, j'ai adoré l'ambiance globale de l'école, aussi bien les danseurs que le staff de Salsabor. J'ai été très bien accueillie. Et surtout, ce qui fait que j'aime Salsabor, c'est qu'on peut travailler la danse. Mais en plus de la danse, on peut travailler la musicalité, les techniques de mouvement, les techniques de cours. Donc, c'est très global comme enseignement. Et ce qui fait que Salsabor, on en sort, très très vite on progresse, mais grandit, on est fort de ses appuis. Et quand on en sort, on a envie de danser tout le temps, on a la danse dans le corps, et Salsabor, c'est pour la vie. Voilà, pourquoi j'adorais Salsabor. Et apparemment, on a un grand sourire aussi ensemble. Oui, l'équipe est géniale et on s'entraide, et c'est ça qui est très bien. Il y a une grande bienveillance dans l'équipe, que ce soit des danseurs et des professeurs. Une entraide, on peut même se voir à l'extérieur, on échange, et la communication, tout est fluide. Et c'est ça qui est très agréable. C'est l'entraide qu'il y a, la communauté. Voilà, c'est la communauté qui est très agréable à Salsabor. En plus des cours. Donc, même quand des fois on n'a pas trop envie de venir danser, qu'on est fatigué par le travail, mais en fait l'ambiance nous tire et on en sort très expérimenté, oui. Le collectif vous appelle à y aller. Complètement, ouais. Vous relevez, quoi. Exactement, et après on se brosse les dents en dansant les pas de la salsa, et c'est dans le corps, ça rentre dans le corps parce j'ai fait tous les cours et ça d'abord quasiment. J'ai fait la bachata, la salsa, j'ai aussi testé la mambo et tous les profs sont très expérimentés, ils partagent leur savoir, leur passion, et tous à leur manière, et c'est très enrichissant. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce qu'on a vu que tu donnais un cours de cha-cha tout à l'heure, un cours de salsa portoricaine juste après. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le cha-cha? Qu'est-ce que c'est? Le cha-cha, c'est avant tout une danse qui vient, on va dire, de l'Amérique du Nord, essentiellement. On va dire qui a pris naissance, on va dire, à New York dans les années 70. On va dire l'histoire généralement, on va dire, qu'il y a derrière le cha-cha, c'est l'histoire qui consiste à dire, c'est une danse qui a été créée pour les danseurs. Et d'ailleurs, le thème cha-cha, c'est le bruit que faisait, par exemple,
les pas des danseurs. Cha-cha-cha, c'était le bruit des souliers. Donc, d'où le terme cha-cha-cha. Voilà. D'accord. Et en même temps, c'est quoi la particularité qu'on peut retrouver dans cette danse qui diffère, par exemple, des autres danses? Ok. Donc, déjà, il y a la rythmique qui n'est pas déjà la même. Par exemple, avec les salsas, on peut danser, on va dire, les salsas sur différentes rythmiques. Tandis que, par exemple, avec le cha-cha, c'est très difficile parce qu'il y a une rythmique qui est imposée. Parce que le cha-cha tombe sur des rythmiques déjà bien spécifiques sur le compte de la musique. Un exemple hyper simple. Par exemple, quand vous prenez la salsa qu'on appelle salsa de casino ou salsa cubaine, généralement, on a tendance à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tandis que le cha-cha, dans la musique cha-cha, tombe sur 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Vous voyez, il y a des syncopés qu'on marque, on va dire, sur le swing de base du cha-cha, qu'on n'a pas forcément sur le swing de base, par exemple, dans les autres danses de type salsa. Voilà. D'accord. Merci pour cette explication. Je vous en prie. Alors Audrey, on t'a vu dans tes cours de bachata et de salsa. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à la bachata? Qu'est-ce qui plaît aux gens dans cette danse? Alors, la bachata, c'est vrai que elle a été assez, on va dire, propulsée par un groupe Aventura, pour pas les nommer, d'accord, il y a quelques années. Et ça fait que, par exemple, sur Radio Latina, tout ça, on entend beaucoup de bachata, mais souvent, ce qu'on entend, c'est de la bachata un peu commerciale. C'est-à-dire que c'est pas la vraie bachata de là-bas, des îles. Enfin, c'est un peu une bachata de studio, j'ai envie de dire, qui est souvent promue par les jeunes, donc voilà, par Romeo Santos, etc., et toute la lignée derrière. Donc, en tout cas, commercialement parlant, on en entend parler. Donc, ça fait que les gens, ils en entendent parler. Elle est même dans des pubs et tout, on entend ça. Et ensuite, nous, la bachata que nous, on fait ici à Salsabor, c'est vrai que comme toutes nos danses d'ailleurs, on recherche l'authenticité. Donc l'authenticité de la danse, aussi bien dans la cubaine, voilà, que dans la bachata. Donc nous, ce qu'on fait, c'est plutôt une bachata traditionnelle, comme ça se danse en République dominicaine. Et c'est différent, par exemple, de la bachata sensual. Pour nommer ça, on est vraiment plutôt dans un flow qui nous rappelle le soleil. Et les gens, quand ils viennent ici faire la bachata, c'est juste... Bon, on se connecte, c'est l'exotisme, c'est tout de suite ça met le smile et on y est quoi. On est en vacances et voilà. Donc je pense qu'à chaque fois les gens c'est ça qu'ils viennent chercher. Alors Didier, avec cette belle journée qu'on vient de passer, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre salsa cubaine et salsa portoricaine, s'il te plaît? Bon, alors la différence se vit plus qu'elle ne s'explique, mais en même temps je vais résumer ça avec certains repères. Bon, déjà, on peut parler de musique, même si ça va être abstrait pour un néophyte. La musique sur laquelle on danse beaucoup, de la salsa dite cubaine, c'est salsa en fait, c'est de la timba. C'est beaucoup, c'est des musiques riches en instruments, en percussions. C'est même parfois fourni, fouillis, les chanteurs sont nombreux et il y a une dynamique, une énergie assez terrible. En termes de musique et en termes de danse, ça se danse avec un héritage qu'on appelle la salsa des casinos, en fait, qui était finalement des chorégraphies qui étaient faites dans les casinos pour les touristes à l'époque. Et donc, il y avait quelqu'un qui annonçait des passes et tous les danseurs en couple faisaient dans un cercle, faisaient le même enchaînement et changeaient de partenaire. Et donc, on parle de rueda des casinos. Et donc, ça a gardé une énergie circulaire dans l'appel des enchaînements. D'accord ? Le mambo, c'est encore de la salsa. Alors en termes musicaux, on peut parler des communautés new-yorkaises, mais enfin portoricaines qui ont immigré aux États-Unis, qui ont importé un peu les rythmes, et qui l'ont habillé alors avec le jazz, mais aussi beaucoup avec le mambo pur, à l'époque du mambo. Et en termes donc, de musique, il y a une richesse, une variété qui n'a pas cessé, ça c'est sûr. Mais par contre, là, les Cubains sont quand même beaucoup plus conservateurs, quand même, quelque part. Hein. En termes de danse, l'héritage, il est le même. C'est une danse en ligne, avec une énergie en ligne et avec une spécificité que tout le monde ignore, c'est que ça se danse sur le 2. Comme le mambo, il se danse sur le 2. Alors, tu me diras, en salsa cubaine, si on parle de son, le son aussi se danse sur le
le 2 ou le 4, enfin bon bref, je parle Oui, dans on les entend détails. souvent parler de salsa. Mais en tout cas, les temps faibles, il y a vraiment cet héritage de... Voilà, et ce tic qu'on retrouve dans le jazz, vraiment, c'est un héritage temps faible et sur lequel on pratiquait le mambo. Donc, les danseurs mambo dansent en ligne, ça peut être les mêmes enchaînements, mais avec des appels des énergies en ligne, et la cubaine, des appels d'énergie circulaire. C'est caricaturé, schématisé, à peine caricaturé, mais c'est ça. Merci. Didier, dans la journée, on a entendu quand même que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est limite inarrêtable. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vis cette énergie, où tu vas la chercher et comment tu la canalises, comment tu gères tout ça? Alors, honnêtement, concrètement, c'est des questions que je ne me suis pas posées, mais avec le recul, je me souviens de mon père, ma mère aussi, enfin, j'étais parent, je pense à la base, vraiment, je le dis comme ça, que j'ai un patrimoine génétique. Mon père, il s'est réveillé à 4h, 5h du matin, il allait cultiver ses terres, ensuite il revenait, il se préparait, il allait donner ses cours, ensuite il rentrait, il allait au foot, ensuite il rentrait, je le voyais jamais, pour être franc, je le voyais rarement. Mais j'ai toujours gardé cette sensation, voilà. Et moi, j'ai vécu avec ça. Mais pour être franc, aujourd'hui, c'est la musique. Deux choses. J'ai en tête une ambition, plus qu'un objectif. C'est vraiment une ambition que j'évoquais. C'est par rapport à ce traumatisme que j'ai, quel est ton vrai métier. Je fais tout ce que je peux, vraiment, quitte à sacrifier, par exemple, j'adore la scène, mais j'ai sacrifié un parcours sur la scène, etc., pour pouvoir instaurer quelque chose qui soit crédible et sérieux. Donc quand je me réveille, j'ai envie, j'ai tous des projets qui vont viser à faire reconnaître. Alors j'ai essayé de m'associer avec des gens, d'essayer de fonctionner, mais c'est compliqué. Les gens n'ont pas la même vision, la même énergie, la même endurance. Donc c'est moi essayer au sein de Salsa Board de prouver qu'on peut faire des choses qui peuvent être valides et valables. Donc ça c'est la première chose quand je me réveille le matin. Et la deuxième, c'est que j'écoute pas de musique, j'écoute pas de salsa en dehors des cours, de mes répétitions et tout. Mais par contre, et pour cause, quand j'entends cette musique, c'est un lien, je ne peux pas l'expliquer. Quand j'entends déjà les musiques à percussion, les percussions en particulier, ça me met en transe. Ça me met en transe, c'est littéralement le terme. Je peux aller au bout de je ne sais pas quoi tant que j'ai cette musique. C'est même pénible, je n'écoute pas parce que je ne peux pas ne pas bouger, je ne peux pas me concentrer avec la salsa, je peux mettre autre chose. La salsa, même de la bachata, c'est plus doux, mais la salsa, qu'elle soit cubaine et tout, percussion, ça me prend au trip et c'est un réveil. Quand c'est trop lent, quand c'est trop musique, ça m'endort, je leur dis non, à la fin on va finir avec quelque chose qui me redonne l'énergie. Et je les emporte et je peux alors je déploie l'énergie et eux, ils suivent, je sais qu'ils suivent, je le sens. Et après, mon quotidien, on se renouvelle. Moi, je me fixe des challenges. En fait, par exemple, j'ai beau avoir écrit toute une pédagogie, je ne m'y attache pas. Je ne me fixe pas je ne crée pas des routines à l'avance. Je me mets tout le temps en difficulté. Je veux créer rapidement, je veux changer, je ne retiens rien, justement pour essayer de me renouveler chaque jour. Et en fait, cette espèce dans les cours, être sur un fil, ça me stimule. Pour la danse, en chorégraphie, ce que je fais, c'est que je trouve toujours quelque chose pour améliorer mes performances. C'est un détail. Je sens, je veux être plus grand, je veux être là, je sais pas. Un rien. Tout me stimule, tout crée chez moi une excitation. Tant que je me sens meilleur aujourd'hui qu'hier, ça me va. Et que je peux le partager, alors c'est au top. Et du coup, il n'y a pas de routine du tout pour toi? Honnêtement, c'est pas encore arrivé. C'est un renouvellement permanent. Ouais. Et honnêtement, j'ai cette crainte, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Fin du reportage Coup de cœur Salsa Board. Nous avons pu découvrir la diversité de cette école, sa technicité et sa richesse. Je pense que maintenant, on peut vraiment dire qu'il n'y a aucun doute sur les qualités de cette école.